il va falloir commencer évidemment par un état des lieux. De qui, de quoi parle-t-on quand on parle de jeunes ruraux, au-delà des stéréotypes qui sont nombreux sur ce sujet? Comment appréhender et comment définir la jeunesse et la ruralité française? Comment prendre en compte la diversité et l'hétérogénéité des territoires qu'on dit ruraux? Quelles sont les spécificités de la jeunesse en milieu rural et quels sont leurs besoins surtout? Alors il est essentiel pour l'INJEP sur ces questions de croiser les regards et les disciplines. Aussi va-t-on appeler à présent autour de la table une géographe, une sociologue et 2 observateurs aguerris que sont le MRJC et la MIJARC. J'appelle à présent pour la première table ronde le MIJARC, pardon. J'étais sûre que je ferais l'erreur. Mélanie Gambino, Yael Amselem-Mingui, Simon Guérin et Marie Davy nous rejoignent sur scène. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous présenter d'abord Yael Amselem-Mingui. Bonjour, vous êtes sociologue chargée d'études et de recherche à l'INJEP. Mélanie Gambino, bonjour, vous êtes géographe, enseignante, chercheuse à l'Université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Marie Davy, qui est à ma droite, est secrétaire nationale à l'agriculture et à l'installation au sein du MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Et Simon Guérin est le président du MIJARC, mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique Europe. Voilà. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par donner la parole aux 2 personnes qui sont à ma gauche et ensuite à ma droite. Il y a un plan. Vous avez des micros? Oui, tout va bien, n'hésitez pas à les prendre. Hop là. Peut-être un chacune. Alors, ça marche. La question est volontairement vaste, mais ça permet de commencer. Qu'est-ce que la ruralité? Comment définissez-vous l'une et l'autre la ruralité? Donc c'est moi qui commence. Eh ouais, pas de bol. Donc comment définir la ruralité? Comment vous dire, en licence de géographie, j'ai une UE de 50 heures pour ça. Donc je vous promets de faire court. Bon déjà, avec le terme de ruralité, on a déjà un choix, puisque, en tout cas dans le vocabulaire scientifique, ruralité, c'est quelque chose de différent de espaces ruraux. Pour nous, ruralité, c'est vraiment un terme qui nous permet de renvoyer à des représentations, à de l'imaginaire, à des mises en récit de ce que sont les campagnes ou les espaces ruraux. Et de façon croissante, quand même, ces dernières décennies, ruralité, c'est aussi devenu un mot courant en politique, qui renvoie quand même à certaines idées de ce qu'est l'identité à la campagne. Donc moi, comme je suis géographe, je travaille sur l'espace, en fait, le territoire. Et pour moi, je parle d'abord d'espaces ruraux, c'est-à-dire de catégories d'espaces qui ont des fonctions. Les espaces ruraux sont aujourd'hui multifonctionnels, résidentiels, touristiques, ils ont aussi des fonctions environnementales. Ils sont aussi identifiés dans des zonages, par exemple pour fabriquer des documents d'urbanisme, on s'appuie sur des catégories spatiales. La ruralité, c'est complètement différent de ces catégories spatiales. La ruralité, du point de vue des jeunes, et je vais parler de mes travaux, donc c'est une représentation, c'est une idée qu'on se fait de son territoire. Et cette idée, dans un monde urbain, elle a des caractéristiques assez précises. Elle existe encore, d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on est dans des sociétés urbanisées, dans un territoire urbanisé, que les jeunes n'identifient pas la ruralité. Donc moi, j'ai l'habitude de faire ressortir 3 grandes catégories de ce qu'est la ruralité pour les jeunes que j'ai pu enquêter. C'est-à-dire, ça peut être un piège. La campagne est vécue comme quelque chose qui empêche de se déployer, mais en même temps dans lequel on a un capital qu'on peut déployer, des connaissances, des liens. La ruralité, c'est aussi pour d'autres jeunes un refuge, c'est-à-dire des jeunes qui ont des trajectoires complexes, mais qui ont identifié la campagne comme un espace dans lequel ils ont des liens, et auprès de qui et dans laquelle ils peuvent revenir pour retrouver des liens amicaux, des liens familiaux. Et pour certains jeunes, sans doute plus âgés, c'est un espace dans lequel on vient s'installer, ou on revient s'installer, et donc qui est le lieu d'un projet de vie. Donc voilà ce que peut être la ruralité, c'est-à-dire des représentations. Je voudrais quand même rajouter
que ces représentations, de plus en plus dans le discours, notamment dans le discours médiatique et dans le discours politique, elles se figent. On les fige, et d'ailleurs autour d'une seule représentation, c'est-à-dire c'est la ruralité, c'est l'espace au singulier dans lequel il y a du délaissement, il y a de l'éloignement, il y a beaucoup de problèmes. Mais s'il y a en effet des indicateurs qui nous disent qu'il y a de moins en moins de services publics, qu'il y a des territoires dans lesquels il y a des difficultés socio-économiques, la ruralité, ce n'est pas au singulier le territoire dans lequel il n'y aurait que des problèmes. Et donc il y a quand même un discours qui fige la ruralité dans une mise en récit très péjorative qui ne rend pas justice aux représentations et au vécu d'un certain nombre d'acteurs des espaces ruraux et en premier lieu des jeunes. J'aimerais votre regard de géographe sur un autre mot qui est un petit peu en creux, c'est la campagne. Quelle différence vous faites, vous, entre la ruralité et la campagne? Alors la ruralité, on est vraiment dans l'imaginaire. La campagne, on est dans le vécu. C'est le terme qu'on utilise pour dire c'est l'espace vécu. Donc par exemple, la catégorie spatiale, c'est le rural. L'équivalent en ville, c'est l'urbain. Et donc l'espace vécu, c'est la campagne ou la ville. Voilà. Yael Amselem Mingui, peut-être sur ce mot de ruralité et votre regard de sociologue cette fois. Sur la ruralité, alors effectivement, de toute façon, on a l'habitude de travailler ensemble avec Mélanie, donc on se rejoint entre les disciplines sur ces points-là. Il y a quand même à creuser sur la manière dont on a de penser la ruralité par rapport à la norme urbaine, qui serait toujours regardée sous l'angle des manques, qui manquerait des choses notamment aux jeunes dans les espaces ruraux. Il faudrait qu'ils et elles aillent forcément en ville pour être des personnes épanouies, et ainsi de suite. Or, quand on va sur le terrain, quand on part vraiment des choses qui se passent et de la manière dont les jeunes vont rendre compte de ce qui se passe sur les espaces ruraux, on voit bien que c'est moins finalement la question des espaces que la question des classes sociales qui va être dominante dans les rapports au territoire et dans le quotidien et les modes de vie. Ensuite, peut-être sur la ruralité, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que il y a eu un redynamisme du côté des sciences sociales pour la ruralité avec l'ouvrage de Nicolas Renaï qui s'appelle Les gars du coin dans les années 2000, qui a vraiment redonné la possibilité, redonné la légitimité aux sociologues d'aller chercher, d'aller regarder, d'aller comprendre ce qui se passe dans les espaces ruraux du côté de la noble de la sociologie et pas d'être dans un côté folklorique qui laisserait croire que finalement le monde rural serait d'abord un monde paysan, un monde agricole. L'espace rural en France hexagonale est d'abord un espace ouvrier, employé, et d'abord dominé par des classes populaires, représentant vraiment la très très grande majorité des personnes qui vivent dans les espaces ruraux, avec une grande diversité dans la France hexagonale entre des espaces ruraux avec un fort déclin démographique lié à la désindustrialisation depuis les années 90, et puis de l'autre côté, des espaces ruraux qui sont plutôt dans un côté, on va dire, plutôt dynamique, avec une attraction démographique, et donc on va avoir aussi des situations qui sont extrêmement contrastées, qu'il est très difficile d'homogénéiser derrière la ruralité, les jeunes en milieu rural, les jeunes ruraux. Vous parliez à l'instant des gars du coin. Vous avez introduit dans vos travaux la notion des filles du coin, enfin introduit la notion de genre dans cette réflexion autour de la jeunesse rurale avec des travaux sur les filles du coin. Et vous parlez de l'injonction au départ. Il y a toujours cette idée, on s'imagine qu'on veut partir de la campagne. Alors, on invite les jeunes de manière générale à devoir regarder plus loin. Alors, quand on est en milieu urbain, quand on est en ville, même quand on est à Paris, ça ne serait pas assez grand, il faudrait aller vers l'international pour être quelqu'un de réussi, pour être quelqu'un enfin de construit. Quand on est en espace rural, ce n'est pas forcément vers l'international qu'on pousse et qu'on amène les jeunes à regarder, mais ça va être davantage vers ce qui devrait faire l'attraction pour les jeunes, à savoir les très grandes métropoles et Paris par essence. Et quand on va enquêter, quand on va écouter, quand on prend en considération clairement les aspirations des jeunes dans les espaces ruraux, Paris est plutôt une ville repoussoire, les très grandes métropoles aussi, et on voit bien que ce n'est pas tant le fait de vouloir partir, de devoir partir, que de combiner avec les contraintes qui sont liées avec tout un tas d'éléments qui sont notamment liés aux espaces, aux catégories sociales. Ça pose finalement la question de l'ambition. Qu'est-ce que l'ambition et comment chacune peut la définir? Mélanie Gambino? Ce que je peux dire, c'est que cette question de l'ambition, on nous la pose très souvent à propos des jeunes ruraux. Je pense qu'il ne faut pas opposer les catégories de jeunes et il faudrait la poser à tous, quoi.
Et pourquoi la réserver à ces jeunes ruraux? Je ne sais pas, parce que peut-être on en a une représentation qui, là aussi, fige les jeunes ruraux dans un portrait de cette jeunesse classique qui ne fait pas de bruit, qui ne pose pas de problème. Bon, elle a par ailleurs d'autres difficultés, mais elle a aussi des points communs avec d'autres jeunesses qui méritent aussi qu'on leur pose cette question de l'ambition. Et en termes quand même de particularité du rural, je pense qu'il ne faut pas non plus lire la question des mobilités comme celle de la migration, c'est-à-dire celle du départ, ce qui pose beaucoup de difficultés aux jeunes ruraux, et aussi sans doute à d'autres jeunes plutôt du périurbain ou des banlieues. C'est quand même la mobilité quotidienne, la mobilité répétée vers le lieu de travail, vers le lieu d'études. C'est accumuler des mobilités assez complexes. Et donc ça, c'est vraiment une problématique qui n'est pas celle de la migration, mais qui est celle de la mobilité quotidienne, avec tous les enjeux d'équipement matériel qui sont de plus en plus difficiles aujourd'hui, racheter une voiture, passer le permis, enfin voilà, qui ont là aussi des difficultés qui font que c'est commun à différents types de jeunesse parce qu'il y a différents types de ruralité. Alors justement, on a défini le terme de ruralité, mais pas celui de jeunesse. Comment vous attaquez-vous l'une et l'autre à ce mot? La jeunesse n'est qu'un mot, Yael Amselem Mingui. Qu'est-ce que la jeunesse? Non, je crois que c'est... Bon, tu veux que je commence? Ok. Non, mais je peux commencer pour dire déjà que, bon, je vais redire des choses qu'on a déjà entendues, mais la jeunesse, donc c'est quand même un terme qui est aujourd'hui décliné au pluriel. Je voudrais dire que c'est aujourd'hui très difficile de considérer que les jeunesses seraient définies uniquement par ce passage entre l'enfance et l'âge adulte. Parce que, en tout cas, de ce que je constate dans mes enquêtes, je vois bien que les trajectoires sont de moins en moins linéaires. Que les jeunes, et notamment le Covid, a un peu révélé quand même des situations de précarité avant. Et je pense que dans la salle, il y a beaucoup de praticiens qui avaient affaire à des jeunes qui avaient des ressources instables, mais qui avaient des projets socio-économiques, familiaux, qui étaient à accompagner. Aujourd'hui, même ces jeunes qui ont des projets socio-économiques identifiés ont des ressources de plus en plus instables et ça prend de plus en plus de temps de les accompagner. Donc moi, je me retrouve beaucoup dans les travaux de Cécile Van de Velde, en fait, qui parle d'une jeunesse qui fait le yo-yo et qui s'adapte continuellement à un marché du travail très libéralisé et qui fait toujours déjà des ajustements. À une jeunesse qui fait, et donc là je ne vais pas utiliser le terme de rural, à une jeunesse, qu'elle soit rurale, urbaine, des banlieues, pas des banlieues, mais à une jeunesse précarisée, qui fait le yo-yo aussi parce qu'il faut se loger et que le marché du logement est très crispé. Donc un marché de l'emploi très ouvert, très libéralisé. Pour travailler, il faut se loger, mais on ne peut pas se loger. Voilà, donc je me retrouve vraiment dans cette lecture d'un ajustement permanent. Et parfois, l'ajustement, c'est aussi dans la famille. C'est-à-dire qu'on se met en couple, on se sépare, on a des enfants, et puis on se recompose. Donc, il y a un ajustement multidomaine qui font que les trajectoires de jeunes sont de plus difficiles à accompagner. Alors, comme je suis plus jeune, je ne sais pas si elles sont difficiles à vivre. Moi, j'ai le sentiment quand même que quand je fais des enquêtes, c'est difficile à vivre, mais il y a un ressort, en fait. Voilà. Et j'aimerais que, dans notre définition de la jeunesse, à la fois, on arrive à faire ressortir ces difficultés et à la fois à faire reconnaître ou réhabiliter les capacités d'ajustement des jeunesses dans la mesure où on leur en donne les moyens. Est-ce que vous diriez que c'est... Parce qu'évidemment, la jeunesse, c'est une question d'âge. Est-ce que l'enjeu est le même à la ville et à la campagne, en ruralité et en milieu urbain? Mélanie Gambino? En fait, certains enjeux, je pense, sont communs, et je laisserai à Yael compléter sur, sans doute, les catégories sociales. Mais aujourd'hui, on parle d'une opposition ville-campagne. En fait, c'est une vision très pratique. On parle d'une opposition France périphérique, France des villes. Clairement, à la campagne, il y a une armature rurale. Il y a des villes petites et moyennes en France. La France, c'est une géographie des petites villes et des villes moyennes. Donc la ville se construit avec sa campagne environnante et la campagne se construit aussi à travers les particularités de ça ou ces petites villes, des préfectures et des sous-préfectures. Donc je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre les jeunesses dites urbaines et dites rurales, et il y a surtout aussi des points communs entre les catégories sociales qui traversent les jeunesses. Yael Amselem Mingui. Peut-être pour compléter, un des éléments qui marquerait peut-être quand même la différence justement entre les classes sociales sur la jeunesse, c'est que si tout le monde a bien considéré que un des moments qui était fort dans la jeunesse, c'était de connaître des phases de difficultés économiques
ou de précarité. Pour les jeunes les plus favorisés, ça va être un temps un peu particulier où on passe une année à manger des pâtes. C'est un peu le folklorique quand on le raconte un peu rétrospectivement et qu'on est rentré dans l'emploi. Tandis que pour toute une fraction de la jeunesse, en fait, c'est pas une période de la vie qui va être circonscrite à 1 ou 2 années un peu compliquées ou qui font partie un peu des anecdotes. Ah bah t'as pas connu de galère quand t'étais jeune, t'as pas vécu ta jeunesse. Mais de l'autre côté, avec finalement des entrées dans la vie adulte qui vont être très très longues, marquées par une précarité qui va s'inscrire dans le temps, y compris au moment de la vie adulte. Et donc c'est là où on va voir finalement les effets du diplôme, les effets de l'insertion économique, les effets de l'origine sociale, les effets de tous ces éléments-là qui vont se jouer sur les fractions les plus précaires et sur les classes populaires en particulier. Peut-être pourriez-vous dire un mot justement sur la notion de genre dans cette particularité de la jeunesse rurale, Yael Amselem Mingui? Alors j'allais y venir, mais justement, ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai fait l'enquête sur les filles du coin, c'était justement d'aller leur demander ce que c'était que la jeunesse, ce que c'était que d'être une fille de la campagne. Donc on s'est provoqué, on a fait des joutes verbales entre nous. Elles m'ont demandé si de chez moi je voyais la Tour Eiffel, donc je leur ai dit non. Et je leur ai demandé si de chez elles voyaient une vache, parce que c'est à peu près l'équivalent dans les représentations, dans les idées reçues sur la campagne. C'est la même chose que les idées reçues sur la ville, donc elles m'ont répondu non. Je dis maintenant on va pouvoir parler de ce que c'est la ville et de ce que c'est la campagne. Et en fait, quand je leur ai demandé de définir ce que c'était que la jeunesse, elles m'ont d'abord défini la jeunesse masculine. Et en fait, elles ont d'abord défini quelles sont les personnes qui sont les plus visibles, mais qui aussi occupent les endroits les plus valorisés socialement. Et c'est d'abord les garçons. Les garçons sont visibles, ils fréquentent l'espace public, ils sont positionnés, ils sont statiques aussi dans l'espace public, tandis que les filles, elles circulent dans l'espace public, donc on ne les voit pas. Et on va voir qu'ils vont occuper les positions dans les métiers, y compris sans tenir compte des diplômes. Ils vont se débrouiller pour avoir des emplois, tandis que les filles, y compris quand elles vont être diplômées, vont être dans des métiers moins qualifiés, moins visibles, moins qualifiants, mais aussi autour desquels on ne va pas raconter en permanence que c'est une fille qui bosse, regarde tout ce qu'elle a construit. Les filles ne sont pas dans du travail visible, elles sont dans le travail invisible, qui est l'extension du travail domestique, et donc sur lesquels, après, il y a beaucoup de choses à faire sur les représentations et la reconnaissance du travail qui, si elle n'était pas là, les campagnes, comme les villes, ne tiendraient pas. Est-ce qu'elles vivent, les filles que vous avez interrogées pour cette étude, est-ce qu'elles vivent le fait d'être une fille comme une difficulté ? Alors, elles ne vivent pas forcément le fait d'être une fille comme une difficulté. Par contre, elles vont pointer dans l'ensemble des entretiens, et moi j'ai interrogé des filles de 15 à 25 ans, donc même relativement jeunes, elles vont pointer des inégalités de genre. Objectivement, elles ne vont pas forcément les nommer comme ça, mais elles vont raconter, notamment à travers les loisirs quand elles sont relativement jeunes, les écarts entre les équipements dédiés aux garçons et les équipements dédiés aux filles, sur les sports qu'elles peuvent pratiquer quand elles sont des filles qui sont bien moins nombreux, avec une offre bien moins possible, et puis avec moins d'entraîneurs et d'entraîneuses quand elles sont jeunes ados, tandis que les garçons, eux, peuvent faire beaucoup plus de sport, beaucoup plus diversifiés, avec des entraîneurs qui vont rester sur les territoires et ainsi de suite. Et donc on va voir comment elles vont pointer ces éléments-là. Elles vont pointer aussi le fait que les garçons, dans leur famille, ont davantage accès à la voiture avant même d'avoir le permis de conduire. Ils vont même attendre, mais savoir conduire avant, ça c'est sûr, mais quand ils vont avoir le permis, ils vont récupérer tout de suite la voiture de la grand-mère, de la tante, de l'oncle, de la personne qui va refiler sa voiture. Et les filles, par contre, elles, quand elles vont réussir à se financer le permis de conduire, il va falloir qu'elles se financent aussi la voiture. Et donc, on va voir comme ça toute une organisation sociale avec des biais de genre sur la manière dont on a de concevoir la route comme étant un espace à risque, une moindre socialisation des filles à la mécanique, et donc en leur disant derrière, si tu as une panne, tu ne sauras pas t'en sortir. Bon. Mélanie Gambino parlait tout à l'heure de la mobilité comme enjeu très fort de la jeunesse rurale. Vous allez dans le même sens, Yael Amselem Mingui ? Ouais, je pense que là-dessus, on sera d'accord au moins tous les quatre. Mais oui, la mobilité, c'est quelque chose qui revient beaucoup avec cette idée de tous les jeunes constatent une moindre offre de transport en commun, et quand ils ou elles vivent dans des espaces ruraux où il y a du tourisme, elles se rendent très bien compte de ce qu'on peut faire en période touristique versus ce qui se passe le reste de l'année. Et cet écart-là, pour les jeunes qui vivent dans des espaces où il y a du tourisme, c'est encore plus violent de se rendre compte qu'on peut faire, en fait, qu'on a les moyens de mettre en place des bus supplémentaires, des navettes, des rotations qui seraient plus précises, qui permettraient de mieux couvrir le territoire. Et puis les périodes de l'hiver et ou des creux là, de la Toussaint ou du début du printemps, avant que ça soit les beaux jours, où il n'y a rien.
Et donc, elles et eux doivent combiner avec le chauffeur de car du lycée qu'ils ou elles connaissent, même si maintenant ils ou elles sont à la mission locale, et qui les laissent monter pour pouvoir quand même rejoindre là où il y a la mission locale, mais il ou elle arrive à 7h du matin à la mission locale comme c'est l'heure du lycée. Et donc, il faut attendre après 9h, 8h30, 9h pour que la mission locale ouvre. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, ce que vient de dire Yael, ça montre vraiment la nécessité de ne pas figer la ruralité dans une unique représentation. Il y a vraiment des différences de contextes locaux à l'échelle fine, et puis il y a aussi des différences de contextes régionaux. Il y a quand même une lecture du territoire métropolitain français à avoir. Le quart nord-est n'a pas la même dynamique socio-économique que la région Occitanie dans laquelle j'enquête beaucoup. Donc je pense vraiment qu'il y a vraiment figé la représentation de la ruralité, voire même de la jeunesse rurale dans une unique situation, ça tend justement à masquer ce que Yael vient de décrire, c'est-à-dire les stratégies, les tactiques, les arrangements qu'ont les jeunes au quotidien, qu'ont leurs familles, à uniformiser ces tactiques-là, ces arrangements, ces modes de vie, et à les figer dans un seul modèle qui ne correspond finalement pas à une réhabilitation des modes d'habiter et des capacités des jeunes. Et peut-être juste pour terminer, après on vous laisse la parole. Hein. Non, mais c'est vous qui parlez. Hein. Mais peut-être deux expressions qui s'entendent beaucoup, et puis on en avait déjà parlé avec Mélanie, mais qui s'entendent beaucoup dans les entretiens, c'est le fait de faire avec. On fait avec ce qu'il y a, on ne cherche pas à changer le monde et tout ça, on fait avec et on s'adapte. Et c'est peut-être deux forces qu'ont les jeunes qu'on a pu rencontrer dans nos deux enquêtes, et puis que d'autres collègues ont pu rencontrer, et qui vont montrer aussi qu'ils ne regardent pas ou qu'elles ne regardent pas toujours sous l'angle des manques, mais le fait d'être en capacité de s'adapter, c'est aussi de faire, de se construire sans se plaindre, et en avançant avec les moyens qui sont donnés et en s'organisant collectivement avec, on va dire, des solidarités qui ne sont pas non plus à regarder ou à enjoliver, elles ne sont pas toutes super... la ruralité n'est pas un espace où les gens seraient plus solidaires qu'ailleurs. Là-dessus, il faut peut-être rompre aussi des idées reçues. Hein. On l'a bien vu pendant le Covid, on peut aussi dénoncer son voisin ou sa voisine, en ville comme en campagne. On s'arrêtera là pour l'aparté. Mais voilà, avec une partie des personnes qui sont... en marge finalement de ces réseaux de solidarité, de ces réseaux de sociabilité, et qui se retrouvent finalement précaires parmi les précaires, notamment les gens qui vivent à la campagne de la campagne. Oui, vous parliez de la Tour Eiffel et de la vache tout à l'heure. Parmi les stéréotypes très forts sur la ruralité, sur les ruralités, il y a cette idée de la solidarité. À la campagne, on se serre les coudes, alors qu'en ville, on est tous chacun chez soi. Il y a beaucoup d'individualisme en ville et beaucoup de collectifs en zone rurale. Ça, c'est quelque chose que vous battez en brèche complètement ? Alors, la solidarité, elle est importante, elle permet de se construire, et c'est ce que montre bien Benoît Coquart dans son travail sur Ce qui reste. Hein. C'est la force du nous. Et la force du nous, elle permet de composer et de se composer au-delà des difficultés socio-économiques qui entourent le territoire. Benoît, il a travaillé sur les espaces ruraux en déclin du Grand Est, et dans lesquels il montre que la force du nous permet de trouver du boulot, permet de s'organiser, permet de sortir, permet d'avoir une vie locale qui n'est encore une fois pas pensée sous un problème, mais sur une force. Mais malgré tout, quand on est dans un nous, il y a une partie des gens qui sont exclus, et l'exclusion de ce nous, il a ses limites. Et puis, on va se retrouver sur des espaces ruraux où l'offre d'emploi, elle est relativement restreinte, et donc avec une concurrence, y compris dans des réseaux de solidarité antérieurs. Et notamment chez les filles, enfin moi, pour avoir enquêté d'abord sur les jeunes filles et les jeunes femmes, on voit bien que ces solidarités, elles ont leurs limites dès qu'il y a des formes de concurrence, puisqu'il y aura un seul poste de secrétaire de mairie, il y aura un seul poste derrière pour devenir la représentante à tel endroit, ou d'avoir les clés de tel endroit. Et donc tout ça, ça va induire des effets sur qui sont les enjeux de respectabilité, de sociabilité, mais aussi d'inscription sur le territoire, et donc de capital d'autochtonie. Qui est-ce qui peut bénéficier ou pas du capital de réseau, du capital d'interconnaissance, qu'on appelle un peu, pour aller vite en sociologie, le capital d'autochtonie, qui lui vient pallier au capital économique, au capital culturel et au capital de diplôme qui peuvent agir dans d'autres parties de la population. Mélanie Gambino, là-dessus, sur la solidarité à la campagne. Donc, une partie de mes travaux porte aussi sur de la ruralité, mais qui est plus intégrée à la grande métropole, donc plutôt du périurbain éloigné. Et on
on constate qu'il y a des modes de vie, on constate sur le long terme, et les sociologues le mettent en évidence, des modes de vie de plus en plus individualisés. Et ça, c'est un point commun à l'ensemble des modes de vie à la ville, à la campagne, dans le périurbain. Et là, on peut se dire qu'à la campagne comme à la ville, cette fragmentation des modes de vie, c'est une espèce de lame de fond qu'on observe et qui permet justement de montrer que les modes de vie, sans doute, ont des aspects similaires, des dimensions similaires. Par contre, ce que moi je vois ressortir, c'est qu'il y a des formes de solidarité qui sont plutôt rattachées aux particularités du contexte local. Et c'est ce que vient de décrire là Yael, qui se recompose. Et c'est en ça que je redis cette importance d'avoir une lecture territoriale à l'échelle locale pour pouvoir comprendre comment se jouent ces modes d'habiter, comment on peut les accompagner. Une lecture territoriale qui empêche justement de mettre en regard la ville et la campagne, mais plutôt de raisonner par territoire. Est-ce que vous voyez des points communs quand on parle des besoins, des difficultés de la jeunesse, des points communs entre la jeunesse rurale et la jeunesse urbaine ? Alors, en effet, je vois un point commun, mais parce qu'il y a assez peu de travaux qui comparent terme à terme jeunesse dite rurale et jeunesse dite urbaine. Par contre, il y a différentes productions scientifiques par des universitaires et puis par des associations, des organismes qui nous permettent quand même d'avoir une production de connaissances qui nous mettent en évidence qu'il y a beaucoup de points communs et qu'on a vite fait d'opposer ces jeunesses-là alors qu'elles ont beaucoup de choses qui les rapprochent. Et donc moi, ce que j'identifie comme un domaine, un enjeu important, et d'ailleurs c'était dans la rédaction de l'appel à projet, et c'est ressorti aussi dans les réponses, c'est la dimension du logement, en fait, que dans les modes d'habiter, la mobilité c'est une dimension, mais elle en appelle vite d'autres, et en particulier résider, se loger, ça en est une, mais qui n'est pas une priorité. Alors en milieu rural encore plus, il n'y a pas de politique du logement. En milieu rural, ce n'est pas du tout une priorité, même si certains acteurs en font une priorité, mais à l'échelle locale, encore une fois. Donc là, je vois quand même une dimension très importante qui rapproche les différentes jeunesses. La différence se fait justement parce qu'il y a des contextes locaux différents. Dans les espaces urbains, il y a des politiques de l'habitat depuis longtemps. Dans des villes petites et moyennes, les préfectures en particulier, il y a des politiques de l'habitat. Et donc un certain savoir-faire, et puis il y a des communes rurales du diffus, de la faible densité de population, dans laquelle il y a des tentatives, il y a moins d'ingénierie, il y a moins d'expérience, et donc on a du mal à répondre aux difficultés des jeunes qui, même s'ils ne sont pas nombreux ou moins nombreux en milieu rural, il y a toutefois une grande diversité de situations dans le logement. Des gens qui sont en colocation, des gens qui sont en accession, des gens qui sont dans le locatif social, des gens qui sont dans le locatif privé, des gens qui sont hébergés à titre gratuit, des multirésidents parce qu'ils sont alternants, ils sont chez papa et maman, ils sont à l'internat. Et donc la diversité, elle est la même à la campagne comme à la ville. C'est juste que la politique locale de l'habitat, elle n'a pas la même expérience, la même ancienneté. Donc c'est en ça qu'il y a des points communs et des modes d'habiter qui sont communs à tous les jeunes, mais des difficultés liées à la trajectoire socio-économique du territoire et à ses particularités. Yael Amselem Mingui, on vous a parlé beaucoup de logement dans vos différentes enquêtes auprès de la jeunesse, des jeunesses rurales ? Alors, on m'a parlé du logement, mais alors, quand elles ont 15 ans, la question du logement, en fait, pour moi, ce qui était intéressant, c'était de voir combien elles font l'expérience de la décohabitation qui n'est pas considérée ni par les politiques publiques ni par les sociologues comme étant une phase de décohabitation, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont et ils sont les premiers à partir de chez leurs parents puisqu'ils partent en internat pour une partie d'entre eux. Et que le départ en internat est une première forme de décohabitation. On va d'un seul coup vivre 5 jours par semaine avec des jeunes du même âge, partager la même chambre. Et puis, dans certains endroits, comme j'ai pu observer, on va coller son lit, même si on ne se connaissait pas il y a 3 minutes. On va coller son lit, faire un méga lit, mettre tous les doudous ensemble, parce que bon, quand même, c'est un peu étrange d'un seul coup d'aller dans un endroit loin de chez soi, alors avec une définition très subjective du loin, on n'est pas sur d'un calcul de distance pour estimer si c'est loin ou pas. L'important, c'est de considérer qu'on est loin de chez soi, parce que de toute façon, on ne rentrera pas le soir. Et donc, on va partir le dimanche soir ou le lundi matin, arriver à l'internat et repartir que le vendredi soir. Et donc, c'est une forme de rapport au logement, qui va être
on va dire, discutée par les plus jeunes que j'ai pu rencontrer. Les autres habitent globalement chez elles. Mais en fait, c'est surtout, moi, ce que je me rappelle vraiment dans les entretiens que j'ai pu faire, c'est l'importance d'une partie des filles qui ont énormément déménagé au cours de leur jeunesse, avec leur famille, et donc qui rendent compte en creux, sans le dire comme ça, d'habitat et de conditions d'habitat particulièrement précaires, avec des logements hyper insalubres. Alors, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire d'un milieu rural français qui serait des grandes maisons avec des masses, des grands champs avec des piscines qui nous attendent et qui permettent de se ressourcer. Alors moi, c'est pas dans ces conditions de vie-là que les filles que j'ai pu rencontrer ont enquêté. J'ai fait une enquête sur les filles des classes populaires qui vivent dans les espaces ruraux, dans 4 intercommunalités. Mais au-delà de ça, entendre le nombre de déménagements, même si ça se passe sur un rayon relativement restreint, ça fait des ruptures dans les sociabilités, ça fait qu'on change d'établissement scolaire en permanence quand on est petite, mais ça dit aussi des choses sur les conditions de vie et sur l'insalubrité des logements qui est peu prise en compte, sur lesquels il y a peu de moyens dans du parc locatif privé, qui expose des familles et des enfants à des conditions de vie extrêmement difficiles et qui passent un peu, on va dire, sous le regard, contrairement à des espaces urbains très impressionnants, des cités urbaines très impressionnantes, où il y a de l'insalubrité également. Ce n'est pas une concurrence sur qui serait le plus insalubre ou moins, mais il n'y a pas de problème lié aux ascenseurs qui ne fonctionnent pas, par exemple, mais par contre, il y a des gros problèmes de moisissure sur lesquels c'est plus compliqué d'aller attirer médiatiquement ou politiquement l'attention des élus, par exemple. Cette précarité du logement, elle est vécue comme une injustice ? Alors, elle est vécue comme une inégalité, pas forcément comme une injustice, mais en tout cas, elle est vécue comme une déstabilisation aussi, c'est-à-dire que j'appartiens à aucun groupe. Je connais tout le monde, mais j'appartiens à aucun groupe parce que le fait de déménager, ça fait qu'en fait, on n'est jamais du coin. Et pourtant, on est né dans le coin. On a grandi que en milieu rural, mais on ne fait jamais partie du coin. Et donc, on devient marginal, enfin, on est marginalisé plutôt, par le reste du groupe des filles, par le reste du groupe des jeunes, mais surtout par les adultes qui vont participer largement à avoir, et là c'est quelque chose qui est vraiment très transversal dans cette enquête, les adultes ont leur part de responsabilité sur la manière dont les jeunes vont construire les amitiés, les inimitiés et les processus de disqualification sociale et de déclassement d'une partie des jeunes qui passent par le discours des adultes. Mélanie Gambino. En fait, ça fait écho aux résultats de l'enquête qu'on a menée il y a 2 ans dans le Lot, notamment sur les pratiques d'appropriation des jeunes. Qu'est-ce que tu fais dans ton logement ? Je fais rien. Voilà. Et puis en fait, il y a un rapport très temporaire au logement parce qu'on s'adapte à la situation, on fait avec parce qu'on sait qu'on va partir. Donc là aussi, il y a quand même aussi une complexification des parcours résidentiels parce que les jeunes se construisent dans un rapport temporaire à ce logement parce qu'il est de mauvaise qualité. Et donc se projettent tout le temps ailleurs avec cette projection aussi, les jeunes comme les autres, de l'accession à la propriété dans le petit pavillon à la campagne. Donc ils représentent aussi l'horizon de sortie de cette phase entre guillemets temporaire et de galère. Et donc ça souligne ce que tu dis aussi sur les adultes, ça souligne des résultats qui a été mis en évidence par de nombreuses initiatives locales menées par les foyers Habitat Jeunes, les foyers de jeunes travailleurs, pour dire. C'est tous les foyers de jeunes travailleurs ou toutes les initiatives qui ont travaillé à la déconstruction des stéréotypes sur les jeunes auprès des propriétaires. Et là, on voit dans des territoires, en fait, quand il y a des associations ou des acteurs qui font ce travail de mise en conviction auprès des propriétaires et de déconstruire le fait que le jeune va tout casser dans le logement, en gros, ou qu'il va déménager au bout de 3 mois, que ça, en tout cas, ça permet d'élargir l'offre locative, ça permet d'ouvrir dans le territoire d'autres logements à la location ailleurs que dans la préfecture, et donc on répond davantage aux besoins et aux attentes des jeunes. On peut peut-être également, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, bien sûr, mais parler des politiques territoriales qui sont mises en place pour répondre à ces difficultés et à ces besoins dont on vient de parler. Vous avez un mot à dire là-dessus, Yael Amselem Mingui ? Pas forcément. Non, pas forcément sur les politiques territoriales, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Mélanie, juste à propos justement du logement, parce que en fait, ce qu'on voit, et ça rejoint pas forcément les politiques territoriales, mais
en tout cas les conditions de vie, c'est le fait que les femmes, et les jeunes femmes en particulier, mais les femmes en général, sont davantage concernées par des emplois précaires, des emplois sous-qualifiés, des emplois à temps partiel ou à temps fractionné. On embauche, on débauche, on embauche, on débauche plusieurs fois dans la journée, et sans CDI. Et en fait, tout ça, ça va faire que c'est compliqué pour avoir un crédit, pas forcément tout de suite pour avoir un logement, mais d'abord pour acheter une machine à laver, on va être pragmatique. Le crédit, il se passe à tous les moments de la vie. Et sur les conditions de logement, en fait, ce qu'on voit, c'est que même si on a des représentations sociales sur le fait que les jeunes bougent pas, les jeunes bougent peu et les filles bougeraient encore moins. En Bretagne, il y a une expression qui se dit que les filles, c'est des berniques accrochées à leur rocher. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une bernique, c'est un coquillage qui reste, enfin voilà, qui ressemble à une petite ventouse et qui est très difficile à enlever sur un rocher. Et c'est une expression que j'ai beaucoup entendue. Non, mais tu verras ici, les filles, c'est des berniques accrochées à leur rocher. Bon. Et en fait, quand on écoute toutes ces jeunes femmes, ce qu'on voit, c'est que passé la vingtaine, c'est elles, et c'est pas que en Bretagne, c'est sur les 4 territoires où j'ai enquêté, ce sont les femmes qui vont s'installer chez leurs conjoints. Ce sont les femmes qui vont aller habiter dans la ville, dans le village de leurs conjoints. Et donc là, elles vont faire une rupture avec leur réseau de sociabilité, avec leur propre capital d'autochtonie et devenir la conjointe d'eux et devoir se composer et composer avec le réseau de leurs compagnons, au risque quand la relation se casse, les jeunes femmes se retrouvent finalement en plus grande situation de précarité. C'est des choses que Benoît voyait déjà dans son enquête et qui là sont clairement visibles quand on approche que les jeunes femmes qui ont, on va dire, un peu passé la vingtaine. Avec ce problème à nouveau de ne pas être du coin, donc de ne plus appartenir au groupe. Oui, et puis d'être partie de chez soi pour s'installer. Moi, dans mon enquête, j'ai aucun jeune homme qui est venu vivre chez les jeunes femmes. Pourtant, elles sont... Ouais, Aucun. Et c'est le 21e siècle. Jamais. Enfin, on s'interroge parfois. Est-ce que ça vous va si je passe la parole à présent à des personnes qui sont à ma droite, donc, pour parler évidemment de la vision des jeunes sur leur territoire, 2 observateurs que sont le MRJC et le MIJARC. Peut-être faut-il commencer, Marie-Davy, par présenter le MRJC et quelle est sa mission ? Oui, tout à fait. On va déplier l'acronyme, peut-être, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. C'est ça. Enfin, de jeunesse chrétienne, parce qu'on ne prétend pas atteindre toute la jeunesse. Les jeunesses. Et d'ailleurs, on dit plutôt qu'on atteint des jeunesses, qu'il n'existe pas une seule jeunesse. Donc le MRJC, c'est une association d'éducation populaire qui œuvre pour et par les jeunes. Donc, c'est-à-dire que c'est une association qui est composée seulement de jeunes de moins de 30 ans, autant dans les militants que dans les jeunes qu'on tente d'atteindre. C'est une association qui œuvre dans les milieux ruraux pour les dynamiser et pour que les jeunes puissent s'y ancrer. Et donc tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Yael qui parlait du fait que les jeunes doivent aller en ville. On leur impose un peu une sorte de chemin de tu commences ta vie en rural, d'accord, mais derrière il faut que tu ailles faire des études et il faut que tu ailles surtout en ville. Au contraire, le MRJC est plutôt dans une dynamique de on regarde ce qui existe dans le milieu rural et on essaye d'aider les jeunes à comprendre ce qui n'existe pas, ce qui leur manque dans leur territoire pour venir mieux s'y intégrer, mieux s'y investir. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, le faire avec. Nous, on propose de regarder ce qui manque sur un territoire et ce que les jeunes auraient besoin en plus pour ensuite travailler dessus avec des projets et autres. Et donc, on accompagne les jeunes sur ces projets. Je vous redonne la parole pour parler dans un instant, bien sûr, des besoins et des difficultés de la jeunesse. Peut-être d'abord présenter le MIJARC, Simon Guérin. En quoi ça consiste ? À quoi ça sert, le MIJARC ? Oui, donc le MIJARC, nous sommes pas la seule association de jeunes ruraux en Europe. Il y a aussi Rural Youth Europe, qui est une organisation sœur. Nous, en fait, on a été fondé il y a un peu plus de 50 ans par le MRJC et par d'autres homologues dans d'autres pays, parce qu'à un moment, on s'est rendu compte que finalement, les jeunesses rurales des différents pays faisaient face aux mêmes enjeux. À cette époque-là, c'était l'exode rural, c'était la modernisation
des fermes, puisqu'on est aussi une association agricole. Donc finalement, nous, notre objectif, à quoi on sert, c'est à faire ensemble. C'est à se rendre compte déjà qu'on a une expérience qui peut être commune, qui peut être partagée, et aussi à apprendre les uns des autres, puisque finalement, ce qui se passe en France a aussi des échos ailleurs, et peut-être des solutions qu'on n'a pas encore trouvées ici ont des solutions ailleurs. Et non pas d'exporter ou d'importer, mais simplement de s'influencer mutuellement et de trouver des solutions adaptées à chaque territoire. Donc, à quoi on sert, moi je dirais avant tout à se décentrer. Alors, Marie Davy, question évidemment beaucoup trop vaste. Quels sont, d'après vous, les besoins des jeunesses rurales en France aujourd'hui ? Effectivement, c'est une question assez vaste sur laquelle je ne vais pas pouvoir répondre sur tous les aspects, parce que déjà, il y a plusieurs jeunesses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais nous, au MRJC, on a surtout identifié deux types de jeunesse, et c'est ce qu'on retrouve dans les travaux de Yaël et de Benoît Coquart notamment. Il y a les jeunesses qui restent dans les milieux ruraux, et il y a ceux qui en partent, qui peuvent en revenir, mais qui peuvent aussi ne pas en revenir. Et donc ces besoins-là, ils sont différents, et l'accompagnement qu'on va avoir derrière avec ces jeunesses-là, elles sont aussi différentes. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que dans les freins, et on en parlait beaucoup tout à l'heure de la mobilité, c'est qu'il y a un énorme frein autour de cette mobilité, qu'elle soit quotidienne. Donc on parlait tout à l'heure des transports de bus, par exemple. Mais donc cette mobilité qui est assez limitée dans les territoires ruraux, elle est aussi limitée pour aller dans des lieux d'engagement ou dans des lieux de sociabilisation. On parle du fait que les jeunes soient moins engagés, mais en fait, il y a aussi moins de mobilité pour pouvoir le faire. Et au MRJC, on pense pas forcément que les jeunesses sont moins engagées, au contraire. Il y a aussi, dans les freins autour de cette jeunesse, il y a aussi peu de compréhension de ce qui est vécu par la jeunesse, peu de prise en compte dans les politiques locales, dans les politiques publiques de manière générale. Les jeunes sont en quelque sorte oubliés dans la construction des politiques publiques. Et ce qui continue de creuser un fossé entre les élus et les jeunes, et continue d'alimenter la défiance que les jeunes peuvent avoir envers les élus. Cette défiance, vous la constatez au quotidien, la défiance des jeunes à l'égard des élus ? Une défiance et une non-confiance de ce qui peut être mis en place à leur égard, oui. Et parce que, notamment, il n'y a pas d'écoute forcément des jeunes, les jeunes n'ont pas leur place dans ces instances. Ou alors, la place qu'ils ont, c'est pour parler, on va leur poser la question auprès des politiques de jeunesse. Mais il ne va pas y avoir plus de prise en compte de leurs paroles, que ce soit sur les politiques publiques de manière générale ou les politiques locales. Quel lien faites-vous avec l'agriculture ? Est-ce que la jeunesse rurale souffre, d'après vous, d'être associée, ou la population rurale en général, d'être associée au monde agricole ? Est-ce qu'il y a un point à faire là-dessus, d'après vous ? Parce que ça revient, par exemple, dans l'appel que j'évoquais tout à l'heure, publié par Ouest France aujourd'hui, de la jeunesse rurale qui veut pas être qui refuse d'être uniquement associée à ce secteur professionnel. Oui, je pense, mais c'est parce que c'est comme ce que Yaël et Mélanie a évoqué tout à l'heure, c'est que la jeunesse rurale, elle n'est pas que agricole. Et c'est ce qu'on a voulu aussi faire ressortir dans le projet qu'on a mené pendant 4 ans avec le FEJ. C'était un projet autour de rêves d'installation. Quand on parle de rêves d'installation, on pense tout de suite à l'installation agricole. Et on a voulu justement aller plus loin que cette seule installation agricole, mais d'aller aussi sur l'installation au travail, l'installation dans des lieux, l'ancrage territorial dans des milieux ruraux. Comment on s'ancre, comment on s'installe, mais de différentes manières. C'est intéressant parce que c'est vraiment un mot très agricole. L'installation, ça évoque tout de suite une installation à la ferme. Vous avez volontairement repris ce terme pour élargir le domaine d'action ? Au MRJC, donc le MRJC à la base est une association typiquement agricole. C'était la JAC à l'époque, dans les années 30. Donc effectivement, les jeunesses agricoles chrétiennes. Exactement, on a un fondement énormément agricole. Aujourd'hui, on s'en détache beaucoup plus parce que déjà il y a moins d'agriculture, et il y a moins d'agriculteurs et d'agricultrices.
mais aussi parce qu'on a élargi au niveau du MRJC. La jeunesse aujourd'hui n'est plus seulement que agricole, mais aussi... Mais il y a un enjeu démographique qui est très fort, hein, on le dit beaucoup. La moitié des agriculteurs partent à la retraite dans les 10 ans à venir. Il faut renouveler la population. Est-ce que c'est aussi un combat que vous portez au MRJC ? Oui, évidemment. Et c'est pour ça que l'agricole reste quand même au MRJC, dans une moindre mesure. On essaye de sensibiliser les jeunes à l'agriculture de manière générale, que ce soit dans l'alimentation, sur les événements où on parle d'alimentation locale, que ce soit dans des visites de ferme. Il y a une initiative qui a été créée aussi au niveau du MRJC qui s'appelle le Tour de France Agri, qui permet à des jeunes, pendant 15 jours, de partir visiter des fermes comme un camp pour jeunes adultes, en tente et en itinérance dans toute la France, ou dans un coin de France précis. On pourra voir d'ailleurs ce que ça donne dans le film qui sera projeté pendant la pause déjeuner. Exactement. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur ce projet Rêve d'installation, en quoi ça consiste et comment ça s'est passé ? Oui. Donc le projet Rêve d'installation, c'était un projet donc sur 3 ans à la base, mais qui s'est un peu prolongé avec le Covid notamment. C'était un projet qui voulait parler d'installation en milieu rural, de comment on s'installe, comment les jeunes, donc ceux qui restent, s'installent et continuent de s'installer, mais comment aussi ceux qui sont partis reviennent et se réinstallent en quelque sorte dans ces milieux ruraux, sous ces 3 prismes différents. Donc le travail, donc comprendre un peu ce qu'est le travail en milieu rural, comprendre les leviers, mais aussi les freins de ces travails. On a notamment fait un séminaire de recherche autour du travail, de qu'est-ce que c'est le travail, de comment le définir, l'année dernière, qui a réuni 130 jeunes pendant 5 jours pour discuter du travail. Donc ça, c'était le premier item. Le deuxième qui était plutôt sur l'agriculture, donc comment on s'installe en agriculture, autant de manière collective que de manière très pratico-pratique. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui souhaitent s'installer de manière collective en agriculture parce qu'on comprend aussi que l'installation collective, l'installation tout court, c'est très complexe et le fait de s'installer collectivement, ça permet de débloquer certains freins. Donc ça, c'était le deuxième item de cet appel à projet. Et enfin, le troisième, c'est tout ce qui est autour des lieux, donc vraiment l'ancrage dans les milieux ruraux, comment on s'installe dans les lieux, des lieux qui pourraient servir d'espace de socialisation et d'expérimentation. Donc au MRJC, on a ce qu'on appelle les fabriques, c'est des sortes de lieux structurants, des sortes de tiers-lieux, dans lesquels les jeunes vont pouvoir venir se rencontrer, faire des projets, s'ancrer et faire du lien avec la population aussi locale. Est-ce que ce Tour de France Agri participait également au projet Rêve d'installation ? Ça fait partie du même dispositif ? Oui, ça fait partie du dispositif. Ça a été créé pendant le dispositif. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur ce Tour de France ? Donc c'est un peu une colo, hein, disons-le, de jeunes qui vont faire des tours d'exploitation agricole. L'idée, c'est pas seulement agricole d'ailleurs, je crois, si. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière des innovations partout où on se déplace. Il y a une innovation à raconter, c'est ça ? Alors, en général, les jeunes du Tour de France n'aiment pas ce terme innovation qui ferait trop référence à une agriculture numérique, start-up, etc. On parle plutôt d'agriculture inspirante. Pas du tout l'agriculture, bien sûr que non. Mais oui, c'est globalement l'idée d'aller dans des fermes inspirantes pour avoir des idées peut-être de comment s'installer plus tard, pouvoir se questionner autour de quels sont les meilleurs territoires pour s'installer, la meilleure forme d'agriculture. Est-ce que vous avez un moment marquant de ce Tour de France à nous raconter qui illustrerait l'utilité de ce grand voyage ? Je pense que les moments marquants, c'est pas tant les rencontres directement avec les agriculteurs et agricultrices, même si c'est évidemment le but de ce séjour, mais c'est surtout les moments entre jeunes de discussion et de retour sur ce qu'ils viennent de voir. Et ce qu'elles viennent de voir, de discussions autour de comment ça peut leur évoquer des choses à eux-mêmes. C'est surtout ces espaces de discussion entre jeunes, et c'est bien ça que permet le MRJC aujourd'hui, c'est des espaces entre jeunes pour pouvoir
s'émanciper, discuter et créer des projets. Et ça, c'est un besoin très fort, d'après vous, des jeunesses rurales aujourd'hui, ce besoin de réseau, ce besoin de faire du lien? Oui, le besoin de faire du lien, ça c'est clair que c'est un besoin très fort. Et surtout le besoin d'être entre jeunes, d'avoir des espaces entre jeunes pour pouvoir discuter et s'émanciper. Simon Guérin, je rappelle que vous représentez le MIJARC, qui a un regard international sur les jeunesses rurales. Quel regard justement de l'étranger vis-à-vis des besoins, des difficultés, des attentes des jeunesses en milieu rural en France? Sur la France ou... Oui, le regard extérieur sur la France ou peut-être la comparaison même entre les jeunesses ici et ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les parallèles en fait, qui peuvent être faits entre des vécus en France et des vécus à l'extérieur dans une perspective de ce que je disais tout à l'heure, de faire ensemble. Et dans ce vécu rural, il y a quelque chose qui revient très souvent, qui est une sorte de dualité entre ruralité choisie et ruralité subie. On a beaucoup parlé de ceux qui reviennent, ceux et celles qui reviennent dans leur territoire, pas forcément dans leur village où ils et elles sont nés, mais par exemple dans cette ruralité subie, on voit par exemple des personnes qui doivent s'occuper des proches, des personnes qui n'ont pas accès à l'emploi, des personnes qui n'ont pas le capital pour ne serait-ce qu'aller en ville ou simplement changer de territoire. Et ce n'est pas seulement dans les campagnes qu'on dit en déclin, mais c'est aussi dans des campagnes très dynamiques. Moi, je le vois en Espagne. Il y a par exemple dans le nord de l'Espagne une tendance à la résidence secondaire qui augmente les prix et en fait les jeunes sont obligés de quitter le village simplement pour trouver un logement. Et même dans ces villages où même les jeunes qui restent dans ces villages en fait font face à des maisons qui sont vides les 3/4 de l'année. Donc pour construire pour créer des associations, pour essayer de créer un mouvement de village, c'est toujours un peu plus difficile. Oui. La mobilité revient également au fil des rencontres que vous faites. Est-ce que la mobilité, c'est un enjeu important pour toutes les jeunesses rurales d'Europe? Oui. Alors, nous, au MIJARC, on voit un secteur de la jeunesse qui est très particulier, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à l'international. C'est quelque chose qui, des fois, fait très peur d'aller à l'international, ne serait-ce que par la barrière de la langue, qui est, je le constate, qui n'est pas une barrière réelle, mais si, c'est une barrière réelle, mais qui est une barrière surtout mentale, c'est-à-dire de se bloquer soi-même de non, je ne parle pas la langue, non, j'ai pas les moyens, non, c'est trop loin. Enfin, moi, je reviens d'il y a un mois d'un événement que nous avons fait en Arménie. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué à la fois ce que disait Marie sur les transports. Aujourd'hui, je viens ici de l'Aveyron pour aller en Arménie. C'est beaucoup plus compliqué parce que rien que moi, j'ai dû prendre un train de nuit qui était déjà qui est déjà assez lourd en termes de distance, plus un vol. C'est surtout des barrières mentales et nous, on essaie de briser ces barrières mentales en allant chercher ces jeunes-là, en faisant des activités dans leur territoire et qu'ils puissent s'investir d'une manière moins lourde que, par exemple, ça peut être un Erasmus, que ça peut être aller à l'université dans un autre pays. On peut peut-être parler justement de l'Erasmus rural, qui est un projet que vous portez. Nous, on ne porte pas d'Erasmus rural, mais en tout cas, il y a des dispositifs européens qui existent qui peuvent être adaptés dans les zones rurales. Par exemple, l'Erasmus, c'est possible de faire son BTS, c'est possible de faire son stage dans un autre pays, et il y a souvent des aides aussi pour découvrir la langue et pour briser ces barrières qui sont créées. Et aussi, on pourra parler plus longuement de jeunesse engagée, mais dans certaines personnes qui veulent s'engager, il y a aussi
corps européen de solidarité où en fait on peut aller s'investir dans une association, dans un territoire pour mener un projet ou accompagner un projet ailleurs dans un autre pays européen. Et je voudrais surtout souligner qu'il n'y a pas que des dispositifs de mobilité institutionnels. Il y a, on voit beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de la débrouillardise, c'est-à-dire par exemple des plateformes comme le Woofing, c'est absolument pas institutionnel. Enfin, si, c'est une association quand même, mais c'est très peu institutionnel comparé à des Erasmus, à des corps européens de solidarité. Et moi, je constate que c'est une voie qui est aussi privilégiée pour des jeunes qui veulent simplement voyager à moindre frais ou qui veulent découvrir des territoires ruraux dans d'autres pays. On en revient au sens de l'adaptation dont parlait tout à l'heure Mélanie Gambino. C'est quelque chose que vous constatez très fortement. Oui, cette idée de faire avec, on la constate souvent, que ce soit pour la mobilité ou aussi pour vivre dans ces territoires. On le voit par exemple dans le domaine culturel. C'est toujours très compliqué de lancer une dynamique culturelle qui n'existait pas avant. On accompagne des festivals qui se font en milieu rural. Nos associations, je pense à notre association allemande, le KLJB, qui accompagne les jeunes qui accompagne les jeunes à créer des festivals, à créer des fêtes. Des fêtes locales, des fêtes de village qui n'existaient pas avant, et peut-être on pourra en parler plus tard de la culture en ruralité. Non, mais allons-y maintenant, si ça vous va. Je pense que c'est effectivement aussi quelque chose qui revient beaucoup dans l'émission que j'anime sur France Inter. La culture en milieu rural, c'est toujours présenté comme quelque chose de compliqué, qui nécessite une énergie considérable. Est-ce que vous confirmez à l'échelle européenne ? Oui, je voudrais parler je connais bien l'Espagne parce que j'y suis né, j'ai habité dans un territoire rural, enfin, je dirais d'extrême ruralité en Espagne. Où ça ? En Extremadura. C'est une région où le train marche très mal, où on a beaucoup de mal on vit l'international puisqu'on est frontalier avec le Portugal, et des fois on est beaucoup plus proche du Portugal que de Madrid, par exemple. Mais pour revenir sur la culture, en Espagne, il y a un renouveau culturel et une réappropriation des traditions. Non pas dans une idée de retour au passé, mais de faire revivre et de réactualiser ce qui était avant. Par exemple, on va retrouver des chansons populaires, mais qui vont être reprises avec des problématiques d'aujourd'hui, comme le manque d'emploi, on change les paroles pour parler des problèmes d'aujourd'hui. Oui. Par exemple, je pense à ce chanteur qui est très reconnu en Espagne, Rodrigo Cuevas, qui lui vit au village et qui fait vivre le village avec son groupe de folklore, et qui parle très ouvertement d'homosexualité, qui parle très, très ouvertement d'égalité femmes-hommes. Et donc, c'est cette réappropriation des chants que chantaient surtout les anciennes, plus que les anciens, parce que c'était des chants surtout des femmes. Et aujourd'hui, la jeunesse rurale, en tout cas en Espagne, mais on le constate aussi dans d'autres pays, a envie de se réapproprier cette culture d'affirmer son identité rurale et d'être dans ce que je disais, d'une ruralité choisie. Et la culture est une bonne manière d'affirmer une identité, finalement. Il y a une manière de se sentir fier d'être de quelque part. Je ne sais pas si se sentir fier de quelque part, mais en tout cas montrer qu'on vient de quelque part et qu'on n'est pas... j'aime pas ce mot d'enracinement, mais en tout cas qu'on peut appartenir à quelque part. Vous parliez tout à l'heure d'engagement militant, peut-être on peut en dire un mot. Ça fait aussi partie des missions du MIJARC que de soutenir l'engagement militant des jeunes en milieu rural. Oui, nous on soutient surtout les associations nationales qui vont aussi encadrer cet engagement au niveau local. Et notre objectif, c'est de mutualiser, de trouver des réponses communes et aussi
comment dire, de ramener des problématiques européennes au niveau local et qui vont par exemple qui vont intéresser les jeunes. Ça peut être par exemple avec en investissant des thématiques comme la PAC, par exemple, ou comme le renouvellement des générations qui aujourd'hui fait beaucoup, pas débat, mais qui est très investi par l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, rien que, on parlait tout à l'heure, Marie parlait de la population rurale, de la population agricole en ruralité. En Europe, c'est 4% de la population rurale qui travaille dans l'agricole, ce qui est ridicule. À l'échelle européenne. À l'échelle européenne. Et je n'ai pas les chiffres pour les jeunesses. On connaît le chiffre en France, peut-être 3%. Ouais. Et là, c'est l'ensemble de la population. Donc, si on part pour la jeunesse, c'est encore moins. De mémoire, un Français sur 3 habite en zone rurale. Hein, vous confirmez, voilà. Donc, ça dépend du zonage, bien sûr. Oui, ma région, par exemple, elle est zonée comme périurbaine, alors que personne ne se vit comme périurbain. Marie-Davy, peut-être sur cette question de l'engagement militant, est-ce que vous voulez dire un mot? Le MRJC également est impliqué sur ces sujets-là. Comment faire remonter aussi les besoins et les difficultés des jeunesses rurales? Oui, effectivement, de toute façon, les jeunes au MRJC, quand ils s'impliquent, on se nomme plutôt militants. Comment on fait remonter les besoins en tant que militant? On est là autant pour faire des projets dans les territoires ruraux et s'ancrer dans les territoires ruraux, mais aussi faire remonter des choses au niveau des politiques locales, au niveau des politiques et plus largement que seulement locales d'ailleurs. Une fois qu'on a trouvé une place dans un groupe de jeunes, une fois qu'on a été dans une association de jeunesse et qu'on s'est impliqué dans sa vie démocratique, par exemple, dans ses instances, dans sa gouvernance, on arrive plus facilement à trouver une place, on arrive plus facilement à pouvoir prendre la parole auprès de décideurs locaux ou nationaux. Et c'est ça aussi qu'on essaye de porter, c'est comment on arrive à porter la voix de la jeunesse, mais comment on arrive à ce que chacun puisse s'émanciper avec sa propre voix et aller ensuite la revendiquer. Il y a un sujet sur la façon dont on est regardé en tant que jeune vis-à-vis du reste de la population. Est-ce que vous trouvez que les choses ont évolué en la matière? De manière générale pour la jeunesse? La jeunesse, et en particulier les jeunesses rurales. Je pense que la jeunesse rurale est vue par les non-jeunes ruraux d'une manière un peu mystique. On n'arrive pas trop à... Alors, mystique, c'est pas forcément le mot, mais c'est les fantasmés, peut-être, oui. On les voit comme... il faut aller les aider, mais en même temps, on ne sait pas trop comment faire. C'est un petit peu bizarre comment la jeunesse est perçue, comment elle est médiatisée. C'est pas forcément la bonne manière de faire. Comparé aux jeunesses des quartiers populaires, par exemple, qui n'est pas du tout montrée de la même manière, qui n'est pas du tout mystifiée en quelque sorte, idéalisée, au contraire. Elle vous dirait qu'elle souffre aussi de stéréotypes, mais qui ne sont pas les mêmes. Mais pour autant, les deux ne sont pas du tout... ces deux jeunesses ont des besoins qui sont assez similaires, entre guillemets, même si c'est quand même différent, mais qui ne sont quand même pas écoutés, même si on les regarde de manière différente. Alors, on approche de la fin. Après, on va donner la parole au public. Est-ce que vous auriez des choses à ajouter qui vous tiennent à cœur, l'un et l'autre? Simon Guérin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les campagnes, surtout quand on parle de politique publique, d'arrêter de voir les campagnes comme simplement des espaces économiques, mais vraiment de les voir comme des espaces de vie. Quand on parle par exemple, je parlais de la PAC tout à l'heure en Europe, on voit ça comme le renouvellement des générations, on le voit comme un problème économique et pas comme une problématique de la vie des gens. Quand on s'installe, on parle de sa propre vie, c'est un projet de vie. Donc, de sortir de cette idée de, finalement, pour prendre des termes écologistes, d'extractivisme des campagnes, et donc de les voir comme des espaces de vie et de réinvestir le culturel, l'associatif, qui n'apportent pas de profit économique, mais qui sont
fondamentaux dans la construction de l'identité, de la vie de ces jeunesses rurales. Et qui sont bien sûr des leviers à l'installation et au maintien d'une vie sociale, d'un lien social dans les zones rurales. Une des premières choses qui revient pour les jeunes des villes ou les jeunes qui partent en ville et qui ne veulent pas revenir en rural, c'est mais il n'y a rien à faire. Moi, je reviendrai bien, mais j'aime bien aller voir une pièce de théâtre le week-end. Et pourtant, ce sont des choses qui existent, mais qui sont très très peu soutenues par les pouvoirs publics régionaux ou nationaux, mais qui, quand même, au niveau local, quand même, on retrouve des relais chez les maires, chez les pouvoirs publics locaux, et encore, pas souvent. Mais voilà, faut arrêter d'avoir une vision seulement économique et de voir quel sera le retour sur investissement. En fait, il y a des choses qui doivent exister pour elles-mêmes. Et je pense que justement, s'intéresser à la vie de ces différentes jeunesses rurales pour elles-mêmes, et non pas dans une perspective de retour sur investissement. Marie-Davy, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je continuerai sur la prise de parole de Simon en disant qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de financement pour la jeunesse. Le gouvernement finance de moins en moins les associations, et notamment les associations d'éducation populaire, qui justement œuvrent pour que les jeunes puissent créer eux-mêmes leurs projets, puissent s'émanciper dans un cadre safe et sécurisant. Et ce cadre safe et sécurisant, c'est les associations, et c'est les associations qui ont ce cadre qui permet aux jeunes à l'intérieur de faire leurs projets. Et ce cadre sécurisant, c'est notamment les financements structurants de ces associations. Aujourd'hui, le gouvernement met beaucoup d'argent dans des dispositifs pour la jeunesse, comme s'il n'y avait qu'une ou deux formes et une ou deux manières de s'engager. Et ce qui a besoin aujourd'hui, c'est plus de financement, et plus de financement structurant pour ces associations d'éducation populaire. Vous avez l'impression que l'éducation populaire n'a pas le vent en poupe de la part des autorités ? Tout à fait. Ou alors je dirais même que l'éducation populaire, aujourd'hui le terme est un peu désuet, et le terme n'évoque plus du tout ce qu'il est censé évoquer. Il y a aussi beaucoup d'organisations qui utilisent ce terme d'éducation populaire pour ne pas faire de l'éducation populaire. C'est devenu un peu fourre-tout. Oui, complètement. Alors, on va donner la parole à la salle, si vous le voulez bien. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette première table ronde. S'il y a des questions, il y a un micro qui va circuler. Je vois une main près de la caméra là-bas. Oui. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, avant de poser une question ? Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Margot Nemouchi, je suis directrice de l'action culturelle au Labo des Histoires, qui est une association qui promeut l'écriture créative. J'avais une petite question pratique. Comment vous constituez en fait ce nous qui fonde aussi ce capital d'autochtonie dont vous avez parlé, donc j'imagine qui relève de lieux, vous avez parlé vous de tiers-lieux, etc., de traditions d'autre part, et je suis un petit peu, donc là c'est vraiment le pratique, comment on forme ce nous pour la jeunesse, et je dois dire que je suis un petit peu surprise de cette représentation exclusive d'associations catholiques, entre autres, qui questionnent la part de laïcité en fait dans les campagnes et qui est aussi trait à l'installation de populations avec d'autres origines ethniques de plus importantes dans ces espaces. Donc voilà, une question et une réflexion. Merci beaucoup. Peut-être on peut commencer par le C de vos deux sigles. Quelle place, pour prendre la deuxième partie de la question, quelle place prend le C dans le MUJARC et le MRJC ? Oui, alors notre C est avant tout historique, donc ce sont des organisations, peut-être Marie pourra en parler mieux pour le MRJC, mais en tout cas ce sont ça parle plus de l'histoire que de l'actuel. Par exemple, nous aujourd'hui on a plusieurs fédérations de clubs de jeunes en milieu rural. Je pense à l'Arménie, à la Géorgie, à la Bulgarie, qui n'ont absolument rien à voir avec le terme catholique. Et d'ailleurs, ce sont des pays, pour certains orthodoxes, pour certains, à majorité orthodoxe. Mais vous seriez d'avis, vous, de vous en séparer de ce nom ou pas ? C'est un héritage.
c'est un héritage, mais nous, on reste ouvert à tous. Marie-Davy, sur l'aspect Oui. chrétien de l'association. Donc effectivement, comme le disait Simon, c'est aussi nous notre passé. C'était la Jacques avant, maintenant c'est le MRJC. Au MRJC, on se dit autant catholique que laïque. Alors c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est-à-dire qu'on accueille tout le monde. Et le C, ça représente aussi en même temps le catholicisme social dont on est issu et des valeurs humanisme dans lesquelles se fonde le MRJC. Mais le C, c'est aussi des temps de relecture. Pour vous expliquer un peu plus, les fondements sur lesquels se base le MRJC, c'est voir, juger, agir. Voir, juger, agir, donc c'est issu du catholicisme social. On va d'abord regarder ce qui se passe, donc ce que je vous disais tout à l'heure dans les milieux ruraux, qu'est-ce qui manque par exemple. On va aller analyser un peu plus profondément et ensuite on va agir, on va expérimenter. Et ensuite, il y a un 4e point qui arrive, c'est la relecture, voir ce qu'on a fait, voir ce qu'on a acquéri, ce qu'on a pu créer et se reposer la question de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, comment on pourrait le refaire autrement. Et ça fait partie de la relecture qui font partie de ce C aussi là. Donc il y a une racine que vous associez historiquement à l'aspect, à votre identité catholique, en tout cas de naissance. Voilà. Oui, complètement. Même si cette identité, elle est pas facile à porter. On n'est pas assez catholique pour l'Église catholique et on est trop catholique pour le reste du monde. Donc c'est sûr que c'est pas facile à porter. Donc le nous, c'est vous, Yael Amselem Mingui. Comment répondez-vous à cette question sur le nous? Comment est-ce qu'on fabrique un nous? Alors, c'est difficile de fabriquer un nous, c'est un peu artificiel. Moi, ce que je dirais quand même, c'est que le nous, il préexiste forcément. Après, il faut trouver où est le nous, qui est légitime pour construire et autour de qui se situe, en fait, qui sont les personnes autour de qui ça va se construire, en fait, ce nous, comment les gens passent d'un nous les jeunes à nous les femmes, qui est beaucoup moins existant en vrai. Moi, dans l'enquête, il n'y a aucune fille qui m'a dit on fait partie du groupe des femmes. Elles font partie du groupe des jeunes, elles font partie des personnes qui travaillent dans les EHPAD, elles font partie du groupe X ou Y, mais elles font pas partie. Il n'y a pas en soi un groupe femmes qui aurait des raisons de militer pour des choses liées au fait d'être des femmes. Par contre, il y a un enjeu sur le nous d'abord, le nous aussi, qui s'oppose à un eux, qui est davantage celui des notables du coin, quand on enquête sur les classes populaires, qui est davantage sur ceux à qui on donne tout, ceux qui bénéficient du reste, et versus le eux des schlags, les gens, les cassos qu'on identifie, qui existent dans tous les groupes sociaux. C'est pas du tout spécifique à la ruralité. En milieu urbain, il y a des cassos aussi. D'ailleurs, ils s'appellent exactement pareil. Et globalement, quand on les fait décrire à la population, ils ont à peu près les mêmes propriétés sociales. Donc ce nous, il existe d'abord. Il est préexistant. Le constituer, c'est compliqué. Par contre, faire avec ce nous et réussir à trouver les têtes de réseau du nous pour entendre et faire avec, c'est une extrême grande difficulté à laquelle je n'ai pas de solution. Mélanie Gambino. En fait, c'est aussi une mise en récit, le nous. Donc, vous avez évoqué la tribune dans Ouest France, Sud-Ouest, je ne sais plus, Ouest France. C'est aussi une mise en récit. Et par rapport au débat que vous avez eu sur la dimension agricole de cette jeunesse, moi, ça fait 15 ans que je fais des enquêtes en milieu rural sur les jeunesses rurales, et plutôt avec les jeunesses rurales. Et même dans des territoires très agricoles, j'ai pas eu de résultats d'enquête où les jeunes se sentaient assimilés à la jeunesse agricole, en fait. Et y compris en ayant enquêté dans des pays agricoles comme l'Irlande ou la Roumanie ou la Hongrie, en fait, il y a une quinzaine d'années. Donc c'est vrai qu'il y a aussi... Ils ne se sentent pas parce qu'ils ne vous disent pas qu'on les renvoie à ça. Parce que ils ne vivent pas dans cette dynamique de production agricole, parce que leur famille n'a plus ou très peu de liens avec l'agriculture. Donc quand l'agriculture occupe la surface, le territoire fait du bruit, oui, mais dans leur quotidien, ils ne sont... Certains, par contre, en France, sont passés par l'enseignement agricole, qui porte des valeurs d'éducation populaire, et passés par l'enseignement agricole aussi pour des questions de médiation sociale, pour des questions de proximité spatiale, parce que c'est la formation du coin. Et donc, il y a une identification peut-être à l'enseignement agricole, au fait d'avoir fait un CAP, un BTS agricole,
mais pas d'assimilation avec la jeunesse agricole. Tel que c'est présenté, c'était plutôt un reproche. Hein. Ah oui, voilà. Voilà ce qu'on constate dans les travaux, et je pense que tu as évoqué, voilà, sur les jeunesses rurales, il y a quand même un regain de travaux, notamment sociologiques, hein, depuis, tu as dit, depuis 2010. Dans ces travaux-là, on a nous, des jeunesses rurales, qui est, comme tu dis, qui préexiste, mais il faut aller le chercher, il faut aller voir sur quoi il se construit. Et ce nous ne se construit pas sur une assimilation à la jeunesse agricole, voire même les jeunes ne réclament pas non plus qu'on fasse attention de ne pas faire l'amalgame, quoi. Très bien. Une question là-bas. Madame. Bonjour, je suis Aurélie Canasi, je suis du syndicat de l'éducation populaire, c'est un syndicat qui défend l'éducation populaire et ses métiers. Une question, c'est les espaces de rencontre. En fait, dans les espaces urbains, on va rencontrer des MJC, des maisons de quartier, des centres sociaux, qui vont être des lieux de rencontre et de construction, d'émancipation. Est-ce que vous avez pu repérer des espaces comparables dans les milieux ruraux? Merci. Qui veut répondre? Marie-Davy? Les fabriques sont... Oui, alors comme je disais tout à l'heure, nous, on a des organisations membres qui sont des fédérations de clubs de jeunesse, c'est-à-dire qui vont avoir un local dans le village et qui vont investir ce local avec des projections, des ciné-débats, avec des petites soirées, avec des jeux. Voilà. Donc on essaye d'investir le lieu dans une idée aussi d'ancrer, d'avoir un endroit pivot et que les jeunes peuvent utiliser et peuvent s'en emparer pour faire vivre leur projet. Et en fait, c'est une problématique qu'on retrouve de plus en plus, c'est le manque de ces espaces-là. Parce que on parlait tout à l'heure de l'héritage catholique. Quand on était directement affilié, directement connecté à des paroisses, on avait plus d'espace. Aujourd'hui, où beaucoup d'organisations ne sont plus connectées à l'Église, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'organisations qui ne sont plus connectées à l'Église. On a ce manque de disponibilité de locaux. Et donc, il y a certaines régions, certains endroits, je pense par exemple à l'Espagne ou à la Roumanie, où il n'y a plus d'endroits pivots que les jeunes peuvent investir, peuvent aller, venir et créer leurs projets sur place. Donc c'est très important d'avoir des lieux structurants qui en fait donnent un cadre aux jeunes pour faire vivre leurs projets. Et ces tiers-lieux qui poussent comme des champignons en France, est-ce que vous voyez un impact sur le lien social entre et sur la vie des jeunesses rurales? Marie-Davy? Ce serait compliqué à dire parce qu'il y en a vraiment de tout type aujourd'hui. Je pense que certains peuvent avoir une influence effectivement sur la jeunesse rurale. Je dirais pas que tous en ont une. Je pense aussi certains tiers-lieux qui s'installent dans les milieux ruraux sont aussi peut-être issus de néo-ruraux et ne font pas forcément le lien avec la population et s'ancrent vraiment avec les personnes qui y habitent et donc les jeunes. Enfin, pour rebondir sur ce que vient de dire Simon et répondre à la question, nous, MRJC, on fait le lien avec beaucoup d'autres organisations locales. On essaye de tisser un lien, d'avoir un maillage entre toutes ces organisations, que ce soit le club de foot du coin, la MJC, d'autres associations locales, à l'intérieur de nos tiers-lieux, d'avoir du lien aussi avec les personnes qui habitent dans le village, autour du village. Le problème, c'est qu'il y a aussi de moins en moins d'associations de jeunesse pour les jeunes, mais aussi même pas du tout par les jeunes, des associations seulement de jeunesse. Ça, il en existe malheureusement très peu. Est-ce qu'on prend une toute dernière question, s'il y en a une dans la salle? Oui, madame. Merci beaucoup. Donc Zoé Diebold, je travaille pour l'Union nationale des CPIE, qui est un réseau d'associations à travers toute la France. Et moi, j'avais une question, je ne sais pas trop comment la formuler, mais vous avez parlé de la posture militante de vos associations. Comment se traduit ce militantisme
Pourquoi luttez-vous? Quelle est la place de la politisation des jeunes aussi dans les campagnes? Comment se politisent-ils et comment se politisent-elles? Est-ce qu'ils s'emparent de sujets comme le changement climatique? Comment ils le font? Voilà, je ne sais pas trop comment formuler ma question, mais c'est un mix de tout ça. Merci. Qui veut répondre? Marie? Oui. Donc oui, effectivement, nos organisations, enfin, je parle autant pour le MIJAR que pour les MHC, mais surtout pour les MHC, on va dire. On est des organisations qui formons des militants, ou en tout cas qui formons des citoyens et citoyennes qui sont capables de comprendre le monde pour ensuite y agir. Et aujourd'hui, ça, il n'existe plus tant d'espaces qui permettent de se poser des questions, de comprendre et de regarder ensemble, entre jeunes, ce qui est possible de faire et de comprendre le monde ensemble. Et de donner à des jeunes le pouvoir d'agir ensuite, une fois qu'il y aura cette compréhension de fait. Simon Guérin. Oui, pour compléter très rapidement, je pense que cette idée de se poser des questions, en fait, on manque d'espace où on peut simplement regarder notre vécu et avoir un retour sur le vécu. En tout cas, en milieu rural, ce qu'on voit de désertification médicale, de ce qu'on voit par exemple, sur des pesticides qui sont épandus, je ne sais pas si on dit épandus, mais épandus juste à la porte de chez soi. En fait, ce sont des problématiques qui touchent directement les jeunes et en fait, c'est important d'avoir des espaces pour avoir un recul sur ce que l'on vit. Ça peut aller de la politique très générale d'aménagement du territoire, tout ça, mais aussi de simplement vie dans le territoire et surtout de se dire que nous, le côté militant, au MIJAR, qu'on l'assume ce n'est pas une fatalité. En fait, on peut choisir où l'on vit et ce que l'on fait de l'endroit où on vit. Le fait qu'il n'y ait pas de vie culturelle dans son village, ce n'est pas une fatalité. On peut agir dessus et la jeunesse a un pouvoir d'agir dessus, de lancer un festival, de lancer un ciné associatif. Donc ce n'est pas une fatalité. Et en ce sens-là, nous, on assume complètement le côté militant. Et le mot de la fin pour Mélanie Gambino. Je sais pas, c'est une réponse en tout Non, cas. la dernière parce que c'est l'heure. Oui, c'est l'heure, mais j'irai vite. Alors je parlerai peut-être pas de politisation, mais revenir à des mots peut-être un peu plus simples, voilà, d'engagement. Je pense qu'il y a quand même une jeunesse rurale dans toute sa diversité qui a vraiment un engagement au territoire en fait, hein, et un engagement qui est discret dans le faire famille, dans le rester, dans s'installer, dans le faire copain, voilà, qui est vraiment en décalage avec les formes d'engagement attendues, beaucoup plus justement sans doute politisées. Donc je pense qu'il faut reconnaître quand même que la jeunesse a ses différentes formes d'engagement très discrètes et que ça s'exprime aussi à travers des modes de vie qui s'appuient sur des logiques d'expérimentation. Faire l'expérience de la recherche du logement, faire l'expérience du nous, enfin voilà, on a raconté beaucoup de choses. Dans des contextes socio-économiques qui les légitiment assez peu et qui leur laissent assez peu de place pour ces logiques d'expérimentation ou ce besoin d'expérimentation. Et donc, on est un peu sur le fil du rasoir parce qu'il y a une logique d'expérimentation qui construit de l'engagement. On fait l'expérience d'eux et donc on s'engage progressivement dans cet engagement discret. Mais le fait que le contexte socio-économique le légitime assez peu, ça produit du désengagement. Et donc, c'est là où je pense que le tissu associatif peut apporter une réponse et tout le travail des professionnels que vous êtes ou des professionnels que je peux être dans l'éducation peut amener une possibilité à ces jeunes de vivre cette logique d'expérimentation. Et un tout dernier mot de Yael Amselem Magui. Promis, j'arrête. Et non, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et ça ferait le lien peut-être avec les deux questions, c'est peut-être un enjeu dans l'engagement discret, mais aussi dans la présence et dans le fait de rester sur les territoires, ou en tout cas, c'est de mettre les conditions pour que les professionnels de l'animation, de l'éducation populaire soient dans des postes qui soient pérennes et pas dans des postes qui soient avec une rotation permanente, qui permet à des jeunes qui n'ont pas des capitaux de diplôme ou de capitaux économiques
de pouvoir construire eux-mêmes un réseau de professionnels autour d'eux, puisque ces personnes-là ne bougent pas. Et moi, dans l'enquête que j'ai pu faire, dans les 4 territoires, il y a un endroit où il y a des postes qui ont été pérennisés, d'autres endroits où les postes n'ont pas été pérennisés. Et le turnover permanent d'animatrices, d'animateurs, d'éducateurs, d'éducatrices fait qu'on ne peut pas revenir pour dire hey, « tu sais quoi, il m'est arrivé un truc de fou dans ma vie. J'ai eu un enfant, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis de conduire. » Enfin voilà, il n'y a pas de retour. Mais du coup, hey, tu sais quoi, je cherche du boulot, ça y est, j'ai 17 ans, je cherche du boulot pour cet été. On n'a pas le réseau. Et quand dans sa famille, on n'est pas forcément déjà avec une famille qui a du réseau, on ne peut pas construire un réseau. Versus les endroits où il n'y a pas de turnover aussi fort, où les postes ont été pérennisés. Et donc, les animateurs, les animatrices deviennent aussi des acteurs du réseau des jeunes, même si parfois il y a des écarts d'âge hyper forts. Et ça devient aussi des endroits où se créent des rencontres et dans lesquels voilà, on voit la force de l'éducation populaire, on voit la force du réseau qui peut concurrencer des inégalités sociales qui sont structurantes pour autant. Merci infiniment à tous les 4.